Chers téléspectateurs, bienvenue sur Vision Channel Africa, la nouvelle voix de la diaspora. Le déracinement culturel est l'un des gros problèmes qui touche l'Afrique en général et sa diaspora en particulier. Dans le cadre de notre émission Afroculte, nous sommes allés à la rencontre de Banda Seck, qui est sénégalais, ethnomusicologue mais aussi griot, vivant en Italie depuis plus d'une décennie. Nous sommes allés rencontrer M. Seck pour comprendre pourquoi, après autant d'années passées en Occident, il est resté aussi attaché à sa culture qu'il promeut d'ailleurs à travers son art. Est-ce le fait de vivre loin du continent, mais est une raison valable pour justifier notre détachement, pour oublier qui nous sommes, mais aussi d'où nous venons? La réponse à cette question, nous vous prions de suivre notre entretien avec M. Seck. Monsieur Banda Seck est né en 1972 à Tiwawa au Sénégal. Il est issu d'une famille de griots, chanteurs qui ont pour mission bien entendu de pérenniser la culture d'un peuple de génération en génération. Et de cette famille, il a hérité le talent qu'il exprime dès lors jusqu'à aujourd'hui. Il est donc installé à Rome, il réside à Rome depuis 1998. Et c'est dans ce cadre que nous l'avons rencontré dans l'émission Afroculte, auquel il s'est gentiment prêté. Monsieur Banda Seck, bienvenue sur Vision Channel Africa. Bienvenue, merci de l'invitation. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté brièvement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je présume que oui. Oui, vous savez, nous sommes là. Mais en fait, c'est une mission. Nous sommes des musiciens de famille qui connaissent l'Afrique de l'Ouest, connaissaient bien les griots. C'était des gens qui avaient leur mission dans une société africaine bien organisée, qui n'est pas comme celui qu'on connaît, les standards organisation européens, mais on avait une organisation, des casques, qui servaient les gens de métier. Avec ces casques, on pouvait trouver une possibilité, en tout cas, de s'organiser mieux que ça, les forgerons, les paysans. Et les griots avaient été comme des gens sans mission, sous le point de vue médiatique. La télévision, c'était les hommes de médias, c'était des hommes du cours. Et ils avaient une double mission de faire la médiation entre le peuple et les États, les rois, les royaumes. Et l'autre mission, c'était de faire ils étaient des médiateurs entre le peuple et les esprits invisibles, ce qu'on appelle la thérapie musicale. Donc nous, mon métier que j'essaye de faire bien, je suis né avec. Je n'ai pas choisi d'être griot, mais je suis né. Vous êtes né griot. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer la première question. Vous êtes auteur-compositeur. Déjà, nous allons demander, vous chantez en quelle langue? Quelle est la langue que vous utilisez pour transmettre le message? Alors, ici, en venant en Europe, j'avais pensé de rester le maximum, de garder l'authenticité africaine, de ne pas le changer. Ce qui est très important déjà. Voilà. Très dur, mais il fallait, parce que je jugeais mal. En général, il y a des chansons de chez nous, si tu les traduire en anglais ou en français, ça peut perdre ses valeurs. Et nous sommes fatigués aussi en tant qu'Africains, que nous, on travaille dans la langue des autres, on n'arrive même pas à travailler avec nos propres langues. On fait beaucoup d'efforts de comprendre les autres, mais les autres ne font pas d'efforts pour nous comprendre. Seul exemple, aujourd'hui, tous les jeunes Africains dans les rues, dans les quartiers en Afrique,
connaissent tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe en France, même les rues ou en Europe, mais les Européens ne connaissent pas ni Douala, ni Dakar, ni rien. Ils ne connaissent pas réellement nos réalités culturelles que nous avons. Alors ça, c'est tellement culturel qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de courir derrière l'autre, alors que les autres ne courent pas derrière nous. Alors là, j'avais jugé que de rester dans l'authenticité de la chanson africaine, en chantant de mon dialecte wolof, quelquefois manding, quelquefois tout couleur, essayer de transmettre. Parce que disons que la musique est la deuxième langue de chaque peuple. Okay. Et de cette deuxième langue que nous pouvons trouver aujourd'hui, c'est une grande demande d'ailleurs, avec un monde tellement de crise des valeurs. Il y a une crise qui est plus grave que la crise économique, qui est la crise des valeurs. Il y a des guerres partout et les gens ne se comprennent plus. On ne sait même plus que si c'est une guerre, parce que c'est différent de la domination. C'est une guerre que tout le monde revendique quelque chose. Alors du coup, moi j'essaye, en tout cas en tant qu'Africain, d'approcher le monde occidental avec l'authenticité de nos langues, qu'ils essayent de nous comprendre. De toute façon, musicalement, on peut comprendre l'autre, on peut s'approcher de l'autre. Il n'en est pas question que les Africains aiment Beyoncé ou aiment des chanteurs européens et que les Européens ne nous connaissent pas nous-mêmes. En cherchant de traduire même ce qu'on dit, le contenu de nos chansons. C'est pour cela que j'ai favorisé normalement à 90% mes chansons sont faites dans nos langues traditionnelles. Ce qui est déjà bien, que les langues soient faites les chansons soient faites en langue traditionnelle pour garder leur authenticité. Mais puisque nous savons aussi que notre authenticité doit être vendue, est-ce que en vendant cette authenticité en nos langues traditionnelles, ça passe mieux? Sûrement ça passe mieux, dans le fond. Parce que c'est l'âme qui chante et l'âme qui chante en chantant, nous, la musique c'est de l'âme, c'est l'âme, hein. Qui joue. On essaie de trouver l'autre qui est de l'autre côté, essayer de le pénétrer et ouvrir l'âme de l'autre pour mettre quelque chose de précieux. Du coup, ça passe mieux. Le problème que nous avons un problème de distribution. L'Afrique a une surproduction de créativité artistique mal gérée. Un Américain peut sortir aujourd'hui un disque, en un seul jour, il fait 10 millions de ventes. Et ce même Américain, tu peux avoir 1000 Africains qui chantent mieux que lui, leur produit musical artistique est exceptionnel. L'Afrique a gardé tout ce que les autres ont perdu. C'est le patrimoine culturel, le rapport avec la nature. Comment on peut transmettre toutes ces valeurs-là? Ces produits artistiques africains, si on avait une machine, une structure d'une machination de distribution qui va chez les autres, je pense que économiquement par là même, si nous parlons d'économie, ça peut être une bonne vente. Mais malheureusement, nous sommes victimes aujourd'hui qu'on nous force même le produit des autres. Ces millions de disques que les Américains vendent, il y a une grande partie achetée en Afrique. Et c'est aberrant qu'eux, ils ont même ce produit de valeur artistique évalué à des milliards qui pourraient faire la différence. Et par rapport donc à cette problématique, à qui la faute? À nos dirigeants qui ne font pas le travail dans la promotion des artistes locaux ou au ministère de la Culture qui, bien entendu, font aussi partie des dirigeants qui ne prennent pas vraiment le travail en main, ou aux Africains eux-mêmes qui refusent de consommer local? Il faut partager les responsabilités. Moi, je partirai toujours de nous-mêmes en tant que des artistes qui vivons en Europe et nous savons ce qu'il faut faire. Aussi, au niveau étatique, il faut que nos gouvernants se penchent sur notre produit artistique. La culture africaine a une valeur que nous devons faire tout pour le protéger et évaluer et essayer de voir comment on peut faire pour la distribution soit vraiment ce que j'appelle... On nous vole même. Nous sommes ici à Rome, si tu vois beaucoup de sculptures éthiopiennes, érythréennes qui viennent de l'autre partie, qui sont dans cette ville-là. Rome, minimum, chaque jour, il y a 500 touristes ou 1000 touristes qui rentrent dans cette ville-là. Ou 300 000, disons-le.
Si chacun achète un café, c'est 300 000 euros. Et la majorité de ces gens qui viennent ici viennent pour la culture, les sculptures, cette musée ouvert, à ciel ouvert, ici. Et tenez-vous bien qu'il y a des produits même africains, des statues, des obélix qui viennent de l'autre partie de l'Afrique que les gens utilisent pour vendre leur ville et essayer économiquement de le protéger. Comment se fait-il que nous, donc, il faut que ces compétences qu'on donne à César à ce qui lui appartient. Il faut une fusion des étudiants, ceux qui étudient l'économie, oui, les banquiers, les financiers, l'État. Il y a tout dedans. C'est une chaîne qui doit organiser, c'est une chaîne. Mais nous sommes les premiers responsables parce que nos stars même africains, en général, ils ne parlent pas de ça. Dès qu'ils sont milliardaires, bon, ils oublient leur passé ou ils oublient ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut donner une grande sorte d'héritage à nos enfants demain. Et donc, c'est à nous d'en parler. Souvent, les hommes d'État, ils ne savent pas. Les gens qui sont dans l'instrument d'État, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il faut bien les expliquer le phénomène, mais je pense que ce serait encourageant qu'eux, ils mettent la main dans le pâte. Mais en Afrique, c'est grave qu'on imite même aujourd'hui les Européens. La culture n'est pas financée. C'est grave. Il y a des milliards que ça dégénère dans le monde européen. En Afrique, tu vois des gouvernants qui disent que non, la culture ne nous apporte pas de l'argent. Comment on peut vivre dans un monde africain qui est basé sur la tradition orale, sans pour autant sauver le patrimoine de notre mémoire, qui est la culture? Mais c'est grave. Il faudrait déjà savoir si ces dirigeants se rendent vraiment compte de l'importance de cette culture. Voilà. D'où la question, s'ils ne se rendent pas compte de l'importance de la culture, qu'est-ce qu'ils font là? Lorsqu'on sait que la culture, c'est l'âme du peuple. C'est l'âme du peuple. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? C'est vrai, elle paraît un peu bizarre, elle a des tendances. D'abord, ils ont laissé en imitant le système de l'Occident, disons, des autres. Donc, ils se sont dénaturés. Voilà. Mais il n'y avait pas en Afrique, tu sais, dans la cour, dans les grands-mères, chez les rois. Il n'y en avait jamais. Tu n'allais jamais dans les cours des rois sans avoir entourage des hommes de culture. Ils étaient entourés d'hommes de culture. Ils savaient tellement l'importance de ça pour gérer les ressources humaines, pour gérer les gens, pour gérer la société, la culture, le social et tout. Il y avait tout ça qui était là. Bon, donc aujourd'hui, même si nous imitons le système occidental, l'État, un ministre, tout ça, mais il faut aussi l'adapter à des réalités de l'Afrique, africaine. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On n'est pas obligé de prendre le système français ou anglais ou américain de le faire, mais il faut l'adapter à nos réalités. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, nous sommes victimes depuis des siècles, depuis l'indépendance, ces gouvernants qui imitent, c'est comme une photocopie de ce qui se passe en Europe. Comment on gère un Européen? C'est très différent de comment, en général, nous gérons vraiment un peuple africain. Bon, donc, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts en route que nous devons rectifier. Donc, à vous comprendre, le gros problème, avant de venir des artistes eux-mêmes, viennent beaucoup plus de nos dirigeants qui devraient vraiment prendre le taureau par les cornes, parce que nous comprenons par vos propos que c'est eux qui ont la main longue, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel, ce que les artistes n'ont pas. Et pour revenir à vos chansons, vous chantez déjà en quelle langue? Moi, je chante en Wolof, en grande partie. Oui. Wolof, c'est l'ethnie où je suis né, de famille, au Sénégal. Donc vous êtes issu d'une famille de griots Wolof. De griots Wolof, voilà. Ok. Voilà. Vous chantez en Wolof et
Et souvent, il m'arrive de chanter en mandingue, de chanter aussi dans des autres langues en pulaar, d'interprétation des œuvres que j'interprète de chez eux. Et il m'arrive aussi de prendre la langue française ou quelque chose, faire quelques rigues, comment on le dit, de passage pour être mieux compris. En tout cas, mais dans mes concerts, j'ai l'habitude, moi, de chanter dans ma langue et de m'arrêter et expliquer les gens en italien ou en français de ce que je suis en train de dire. Parce que le problème qu'on a ici aussi, les gens sont pris, l'Occident a trop pris de temps pour prendre la musique africaine aujourd'hui d'exotisme et de bungi-bungi. Et c'est pas ça. Donc, il est temps quand même que nous aussi, on essaye de les expliquer. Même si en chantant, on ne traduit pas, parce que moi, j'aime pas traduire en chantant. J'aime le laisser l'authenticité pour ne pas changer les valeurs. Mais quand même, après la chanson, je m'arrête, je prends au moins 2 minutes pour expliquer les gens le contenu de ces chansons. Déjà, on sait qu'en chantant en français, comme vous l'avez dit au début, ou bien en chantant dans une langue autre que la langue principale, la musique n'aurait plus toute sa valeur. D'où la nécessité de devoir traduire afin que les spectateurs comprennent en fait le message qui est passé. Et parlant de message, quel est le message que véhiculent vos chansons? En général, moi, mes bases traditionnelles d'abord. Tu sais, il y a une des chansons en Afrique qui dit que les yeux et les oreilles vont tous les jours à l'école. Les yeux et les oreilles vont tous les jours à l'école. Ok. C'est tellement beau. Et ça, tu ne trouves pas dans des livres français, en Europe, chez les Européens. C'est des citations très fortes pourtant. La tradition orale fait que, comme on dit en Afrique, c'est comme si on nous disait qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Du coup, aussi prendre des réalités de notre passé. Si tu vois, par exemple, le cas du Manding, le Mali, que les gens connaissent mieux, plus. Au XIIe siècle, entre l'histoire de Soumangourou et de Soundiata Keïta, il y a eu des chartes des directs humains. Droits humains, les droits de l'homme. Oui. Les premiers droits de l'homme sont nés là-bas, au XIIe siècle. Les chartes de Yalt, que tout le monde se réfère aujourd'hui, Yalt est ici. Yalt est derrière ici, entre l'Autriche et la Suisse, je ne sais pas. Oui. Yalt. Alors, les chartes de Yalt ont rédigé, pourtant, aujourd'hui, les droits humains, que tout le monde se réfère au niveau des Nations Unies et tout ça. Et pourtant, nous, on avait des chartes pensées en Afrique qui s'appelaient les chartes de Krikan-Fougan. Si en le mettant, comme l'Afrique n'écrivait pas, tous les chansons que vous voyez, les morceaux musicaux, c'est pour marquer un événement en Afrique. C'est pour marquer un événement, pour ne pas qu'on l'oublie. On peut l'avoir que sous le répertoire musical, ça, pour dire ça aux enfants, à nos enfants, au monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé au XIIe siècle? C'est pour cela que je retourne beaucoup dans les traces de la tradition, tout en mettant aussi en discussion des débats sur mes chansons, sur les tabous en Afrique. Parce que aussi, il ne faut pas avoir honte d'apprendre ou de changer ou d'apprendre ce qui est bon chez les autres. En Afrique, il y a beaucoup de tabous aussi à changer. Il y a beaucoup de tabous. Je mets souvent dans mes chansons des problèmes de réalité actuelle. Par exemple, la dominance, le masculisme en Afrique, une population africaine qui est en majorité triplée de femmes. Je pense que tant que les femmes vont mal, l'Afrique aura mal. Il faut donner aussi à nos sœurs, nos mères, nos filles qui sont en Afrique la possibilité de les faire grandir. Grandir comment? Leur donner la possibilité que les hommes ont. Aller à l'école, leur donner des responsabilités, qui dirigent les familles, qui dirigent l'État. Toutes ces choses-là en Afrique, c'est des tabous, c'est des conflits qui sont là-bas. Alors, chers téléspectateurs, le message est passé. Nous sommes arrivés au terme de cet échange avec notre invité, M. Banda Asek, que nous remercions beaucoup de s'être prêté à cette interview. Nous comprenons au terme de cet échange que l'importance de la musique
la musique est d'une importance capitale dans la vie de l'Africain et qu'il faudrait un retour impératif aux sources africaines où il faudrait aller puiser afin d'aller appréhender le monde. Donc, nos artistes sont avertis. Nous remercions notre invité d'être passé. Merci. Et surtout, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous connecter sur notre site internet www.visionchannelafrica.com. Merci et à la prochaine.